Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver donc pour la review du Royal Rumble 2009. Donc ça m'a fait très plaisir de revoir ce pay-per-view que je n'avais pas revu depuis 2009. Donc ça a vraiment été un kiff de revoir ce show et de revoir une année que j'ai vraiment appréciée. Je vais pas perdre de temps, je vais commencer directement par les caractéristiques du pay-per-view. Je tenais juste à dire que si ma voix est pas tout à fait pareille que d'habitude, c'est juste que je suis un petit peu malade. Donc je sais pas si vous allez entendre la différence. Mais voilà, petite précision. Donc voilà. Donc alors les caractéristiques de ce pay-per-view, donc c'était le 25 juin 2009. Donc c'était au Joe Louis Arena, donc c'était à Detroit, Michigan. Donc il y avait 16 685 spectateurs, donc c'est une bonne affluence pour l'un de mes pay-per-view préférés. Hein, le Royal Rumble, c'est vraiment juste derrière le WrestleMania le show que j'attends le plus chaque année. Et donc alors le thème musical, donc c'était Let It Rock de Kevin Rodolphe qui était en partenariat, si je me trompe pas, avec Lil Wayne, enfin encore en collaboration avec Lil Wayne pour ce thème que je trouve pas forcément dégueulasse. C'est pas le genre de thème que j'adore pour du catch, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je trouve que celui-là, on va dire, passait plutôt bien. Donc voilà. Et bien écoutez, moi je vous propose de commencer, ça me paraît plutôt bien. Donc on va commencer par l'opener de ce pay-per-view, donc c'était pour le ECW Championship. Donc c'était le champion Jack Swagger, The All American American, qui, si je ne me trompe pas, faisait ses débuts en pay-per-view face à Matt Hardy, qui avait perdu le titre il n'y a pas si longtemps que ça au final. Je crois d'ailleurs que c'était la première défense de titre de Jack Swagger, qui, si je me trompe pas, avait gagné le titre genre 2 ou 3 semaines avant. Donc alors le match a duré 10 minutes 30, donc c'est une bonne petite durée pour ouvrir le show. Surtout que c'est pas le match, je veux dire, le plus attendu de la soirée. Je vais pas rester très longtemps sur ce match parce que j'ai pas grand chose à dire. Donc en fait on a eu une domination de Jack Swagger qui s'est concentré sur le bras gauche de Matt Hardy pendant une grande partie du match. Finalement en fin de match Matt Hardy a réussi à revenir, j'ai envie de vous dire, comme à chaque fois dans ce genre de construction de match. Donc finalement il est revenu à la fin du match, donc la fin du match était un petit peu plus, on va dire, intéressante, avec plus de rythme et plus surtout de prise, des prises de risque et tout ce que vous voulez. Finalement, pour revenir donc à la fin du match, parce que j'ai vraiment rien d'autre à dire sur ce match, on a Jack Swagger en fait qui a balancé Matt Hardy dans le poteau, donc forcément du côté du bras gauche, donc celui qui avait été meurtri pendant tout le match. Et ensuite il a enchaîné avec sa gut range powerbomb, une prise que j'aime bien, vraiment une prise que j'aime bien. Je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas utilisé, qu'il ait continué à l'utiliser, parce qu'ensuite il a commencé à utiliser le Patriot Lock. Mais c'était une prise que j'aimais bien, donc c'est dommage qu'il ne l'ait pas utilisé plus longtemps. Et donc, grâce à cette Gut Range Powerbomb, remporte le match et donc conserve son titre de la ECW. Donc au final, c'était un match vraiment pas ouf pour commencer la soirée. Je dis pas que c'est mauvais, mais il y avait vraiment rien de transcendant. Donc j'ai mis 6 sur 10 pour ouvrir le show. Résultat logique au final, puisque on va dire que le vétéran Matt Hardy met over le jeune Jack Swagger, donc ça je trouve que c'est plutôt logique comme résultat. Mais c'est vrai qu'en revoyant le titre à l'époque, il était vraiment temps que le titre de la ECW rende l'âme au final, puisque c'est vrai que au final, enfin je comprends, enfin il y a beaucoup de gens qui voudraient voir le retour du titre de la ECW, mais ça n'aurait absolument aucune logique, puisque là c'était vraiment devenu un titre totalement banal, alors qu'à la base c'était un titre hardcore au final, avec des stipulations, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que là c'était vraiment devenu un titre totalement random, totalement banal. Il avait plus du tout la même signification qu'à ses débuts. Il était vraiment temps que ce titre rende l'âme. Ensuite, alors le deuxième match de la soirée, donc c'était pour le titre Women's. Donc on avait Beth Phoenix, donc qui était la championne, qui a remis son titre en jeu contre Melina. Donc Beth Phoenix qui était encore à l'époque accompagnée par Santino Marella. Donc alors le match a duré un tout petit peu moins de 6 minutes, donc c'est pas très très long, mais pour l'époque il n'y avait rien de choquant. Donc alors, je suis toujours embêté pour noter les matchs féminins. Je vous l'avais déjà expliqué pour les reviews précédentes. Je suis toujours un petit peu embêté pour noter les matchs féminins. Donc alors j'ai noté que Beth Phoenix avait dominé le match grâce à sa puissance. Elle avait notamment porté une soumission à un moment du match sur Melina. C'était un genre de single leg Boston Crab où elle en fait se servait du pied de Melina pour le frapper avec. Enfin, déjà ça montrait la souplesse de Melina et surtout c'était vraiment très très cool. Le public a bien aimé aussi. Note à part donc pour ce qui est du résultat final, on a Melina en fait qui a surpris Beth Phoenix avec un petit paquet, un roll-up pour la victoire donc de Melina
qui devient la nouvelle Women's Champion. J'ai rien noté de plus en fait parce que honnêtement ce match était vraiment vide dans le sens où je vous ai juste noté la soumission de Beth Phoenix, mais à part ça vraiment il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Donc c'était vraiment un match totalement plat, il n'y avait rien de spécial. C'est pas le pire match féminin que j'ai vu de ma vie, mais il n'y avait vraiment rien de transcendant. Donc au niveau de la note du match, vu que je suis un petit peu embêté à chaque fois pour les matchs féminins, j'ai pas voulu être trop sévère, donc j'ai mis 5 sur 10, sachant que j'ai tendance à surnoter les matchs féminins. Bah là ça vous dit clairement que c'était pas un match terrible. Même en surnotant la note du match, on arrive à peine à la moyenne, donc voilà. Ensuite, alors le prochain match c'était pour le World Heavyweight Championship. Donc on avait John Cena de Champ qui était donc le champion face à John Bradshaw Layfield. Donc autant vous dire que ça ne m'a pas du tout emballé quand j'ai vu qu'on avait un Cena JBL. Vous connaissez mon point de vue sur Cena à l'époque, c'était pas le Cena actuel, il était beaucoup moins libre dans un ring. Et puis JBL, vous le savez, je n'ai jamais accroché à ce mec, je trouve que c'est l'un des pires World Champions de l'histoire. Enfin, c'est vraiment que mon point de vue, hein, vraiment. Je n'ai jamais accroché à ce mec. Donc alors, je vais vous mettre dans le contexte, puisque je vous ai pas expliqué une chose. Shawn Michaels accompagnait JBL. Si vous n'avez pas suivi le catch à l'époque, ou si vous ne vous en souvenez plus, je vais vous rafraîchir la mémoire. Donc en fait, à la base, Shawn Michaels, grosso merdo, je vais vous le faire rapidement, était fauché, voilà, il avait besoin de thunes. Et JBL lui a offert ses services. Voilà, il lui a dit écoute mec, je suis millionnaire, je peux te payer, je peux subvenir à tes besoins, comme ça tes enfants pourront aller à l'école, voilà, vous pourrez continuer à vivre. Mais en fait, en gros, la contrepartie, c'était que Shawn Michaels devait l'aider à remporter des matchs, tout ce que vous voulez. Donc on avait notamment vu dans le clip résumant la rivalité qu'il y avait eu un Fatal 4-Way donc entre Orton, Jericho, Michaels et JBL en fait pour affronter justement Cena au Rumble pour le titre. Et justement donc en fait donc Jericho était le premier éliminé, Orton s'était fait éliminer par Shawn Michaels, et ensuite on a Shawn Michaels qui restait donc face à JBL, et donc JBL lui avait demandé donc du coup de se faire éliminer, et du coup Michaels on le voyait ça lui faisait hyper chier, donc du coup il n'a pas voulu se coucher lui-même, il a demandé à JBL de le mettre KO avec sa Clothesline from Hell. Donc voilà, on voyait que Michaels faisait ce que JBL lui demandait, mais c'était vraiment à contre-cœur, il avait vraiment pas le choix. Et donc forcément, le match en lui-même tournait vraiment autour de est-ce que Shawn Michaels va obéir à JBL, écouter le match à Cena, ou est-ce que Michaels, avec sa fierté, avec son honneur, ne va pas le faire. Enfin, c'était vraiment un match qui était basé autour de ça au final. Et donc juste avant le match, on a JBL qui était voir en fait Shawn Michaels en backstage et qui lui a dit écoute, si tu me fais devenir World Heavyweight Champion ce soir, je te paye tout ce que je te dois, et après je te laisse tranquille, tu dois plus travailler pour moi, mais si jamais ce soir je deviens champion, je te donne tout ce que je te dois. Donc clairement là, on se dit ah bah là Shawn Michaels il va être tenté. Donc alors, à un moment du match, parce que oui, le match entre les deux, j'ai pas grand chose à dire, hein. Honnêtement, je vais pas vous le cacher. JBL, John Cena, je vous l'ai déjà dit, mais ils ont eu des matchs cool dans le passé, mais quand il y avait une stipulation, sans stipulation, 1v1, je vais pas vous le cacher, ça me donne pas du tout envie. Je crois d'ailleurs qu'ils s'étaient déjà affrontés dans un pay-per-view de 2008, je crois c'est à Backlash, où le match était vraiment pas terrible. Bah là, voilà, forcément ça repartait un peu sur les mêmes bases. C'est juste qu'en fait, donc, à un moment du match, on a JBL qui a porté un Bigfoot sur l'arbitre, donc l'arbitre était totalement KO. Donc en fait, on avait Cena et JBL qui étaient au sol. Donc ensuite, après que JBL ait mis l'arbitre au KO, on a Cena et JBL qui se mettent un double coup de la corde à linge, donc les deux étaient à terre KO. Et donc là, on a Shawn Michaels qui rentre sur le ring et arme le switching music. Donc là, on se dit, bon, il va le porter sur Cena. Et ben non, donc là on a Shawn Michaels qui met un switching music sur JBL. Donc là on voit Cena qui commence à rire et qui se dit ah voilà c'est pas un vendu, Shawn Michaels je le connais bien. Et là Shawn Michaels porte également un switching music sur John Cena. Finalement il met le cadavre de JBL sur Cena et repart en backstage au final. Le temps que donc, parce que oui l'arbitre était KO, le temps qu'un autre arbitre arrive. Finalement Cena se dégage et presque dans la foulée on a John Cena qui porte son Attitude Adjustment sur JBL pour conserver le World Heavyweight Championship. Donc au final Shawn Michaels
a respecté ce que JBL lui avait dit de faire. Bon, forcément à contre-cœur, mais il l'a fait quand même, mais ça n'aura pas suffi, donc Cena qui conserve le titre. Sinon, le match en lui-même, je l'ai pas trouvé si dégueulasse que ça, parce que honnêtement, je vous l'ai déjà dit, mais Cena JBL, c'est clairement pas le match qui me fait rêver. J'ai pas trouvé ce match si dégueulasse que ça. Après, honnêtement, il n'y avait rien de transcendant. C'était quand même pour un match de titre poids lourd. Et c'est vrai qu'on attend quand même un peu plus de ce style de match. Donc au final, le match a duré 15 minutes 30. Et au niveau de la note, donc j'ai mis 6,5 sur 10, sachant que j'ai quand même rajouté 0,5 points en plus par rapport à l'attraction Shawn Michaels, à savoir est-ce qu'il allait aider JBL, oui ou non. Donc voilà, victoire de John Cena, j'ai mis 6,5 sur 10. Ensuite, on arrive déjà à l'avant-dernier match de la soirée. Bah oui, quand on a un Royal Rumble match, forcément, il n'y a pas beaucoup de matchs dans le pay-per-view. Donc c'était pour le WWE Championship, c'était le match donc, entre Edge, donc, qui était le challenger, face à Jeff Hardy qui venait d'être couronné. Donc c'était à Armageddon 2008. A noter qu'à la base c'était un match simple, mais que quand Vicky Guerrero a annoncé l'arrivée de Edge, elle qui était donc à l'époque la general manager de SmackDown, elle a rendu ce match en no disqualification. Donc forcément, quand vous connaissez Vicky Guerrero, Edge, La Familia, c'est compréhensible, on va pas se le cacher. Donc le match a duré 19 minutes 30, donc bah, c'est déjà une très bonne durée pour un match de championnat. Donc je vais vous remettre également dans le contexte, c'était à l'époque où Jeff Hardy donc, venait d'être couronné champion à Armageddon, et c'était aussi à l'époque où Jeff Hardy il lui arrivait des pépins, donc c'est-à-dire qu'il avait notamment eu des problèmes sur l'autoroute, avec donc il était avec sa femme, et donc il y avait un gars qui avait tenté de leur rentrer dedans. Il avait également eu des problèmes avec les feux d'artifice à SmackDown, donc il lui avait les feux d'artifice, un gars avait saboté les feux d'artifice et donc il s'était pris les feux d'artifice dans le visage pendant son entrée. Donc c'est vrai que tout le monde se disait ouah, ça doit être Edge, c'est obligé, surtout qu'ils ont un match de championnat au Rumble, ils veulent l'affaiblir, c'est obligé. Donc sinon, donc j'ai trouvé que c'était plutôt cool ça. Et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est ce genre de petits trucs qui pour moi manque actuellement à la VE. C'est-à-dire que là, il y avait vraiment une rivalité qui était construite, qui était bien amenée. Et pareil pour la rivalité avant avec Shawn Michaels et JBL. C'est pas forcément le truc avec Michaels et JBL, c'est pas forcément le truc qui était exceptionnel, mais il y avait quelque chose, on va dire, vraiment de construit. Actuellement, je trouve que les rivalités, il y a vraiment rien de construit et c'est ça qui me dérange un peu. Bref, pour revenir au match entre Edge et Jeff Hardy, j'ai noté que donc forcément c'était un ODQ, donc des armes ont été utilisées. On a notamment eu Chavo Guerrero, j'ai oublié de le préciser, qui accompagnait Edge, qui s'est pris un genre de splash de Jeff Hardy donc du haut d'une échelle sur Chavo, donc qui était sur une table des commentateurs. A noter que Jeff a un petit peu botché puisqu'à la base il a limite glissé de l'échelle. Donc voilà, c'était notamment un spot très sympa. On a également eu un Twist of Fate de Jeff Hardy sur Edge, sur l'éperon du ring, donc ça pareil c'était très cool. Sinon le match entre les deux était plutôt bien, j'ai trouvé qu'il était bien, enfin de toute façon j'ai envie de vous dire, Edge contre Jeff Hardy, t'as plus de facilité à faire un bon match que d'en faire un mauvais, ça me paraît normal. A noter qu'à un moment on a Edge qui a voulu porter le spear, finalement qui a été contré en Twist of Fate à la volée, donc ça m'a vraiment fait penser à Rollins qui avait contré le spear de Reigns à Money in the Bank en pedigree. Pour moi ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc ensuite, après avoir porté donc son Twist of Fate à la volée, il a enchaîné avec la Swanton Bomb. Et donc là on se dit c'est fini, Jeff Hardy va conserver. Finalement Vicky Guerrero tire l'arbitre, donc finalement le match continue. Finalement on a Matt Hardy qui arrive pour écarter Vicky Guerrero justement pour qu'il l'empêche en fait d'intervenir de nouveau. On a Jeff qui allait donc du coup porter un énorme coup de chaise sur Edge. Et finalement Matt Hardy lui dit attends, je vais en chercher une aussi, comme ça on va faire un concerto. Donc les fans sont super contents, tout ce que vous voulez. Et là, c'est l'un des moments de l'année 2009. Matt Hardy trahit son frère en lui mettant un énorme chair shot dans la face. C'est l'un des moments de l'année 2009, hein, clairement. Alors, j'ai pas été hyper réceptif à l'époque puisque je n'étais ni fan de Jeff ni fan de Matt. Mais pour les fans des Hardys, ça a dû être une énorme surprise. Le public était bouche bée, tout le monde était choqué. Ça m'a vraiment également fait penser à nouveau
à Seth Rollins qui trahit le Shield à Raw en 2014. Ça m'a vraiment fait penser. Pour moi, c'est exactement pareil, la même réaction du public. Tout le monde était choqué. Il y avait notamment des fans des Hardys au premier rang qui étaient mais bouche bée, qui n'en revenaient pas. Et donc, Matt qui trahit son frère. Et du coup, Edge, l'ultimate opportuniste qu'il est, regarde Matt en mode bon, bah, du coup, il m'attaque pas, je vais faire le tomber. Et donc, du coup, Edge bat Jeff Hardy et redevient WWE Champion. Donc c'était vraiment un match, donc forcément vraiment cool. J'ai trouvé qu'il était vraiment cool. Et surtout j'ai rajouté des points par rapport à l'intervention de Matt Hardy, qui est l'un des moments de l'année 2009. Ce coup de chaise qui aura mené à vraiment deux très bons matchs à WrestleMania 25 et à Backlash 2009. Mais note à part, c'était vraiment un match bah, vraiment cool. Mais c'est surtout l'intervention de Matt Hardy qu'on va retenir. Donc j'ai mis 8 sur 10 donc, pour ce match. Et enfin, on arrive au Royal Rumble match. Donc le match que j'attends le plus chaque année. Donc alors pour le Rumble match, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous citer tous les catcheurs qu'il y a eu. Donc je vais pas rester à chaque fois très longtemps sur les catcheurs. Il y a même des catcheurs où je vais être expéditif. Je vais vraiment m'arrêter, on va dire, au final sur les catcheurs qui m'ont le plus marqué dans le Rumble match. Donc bah écoutez, c'est parti. Donc en numéro 1, on avait Rey Mysterio qui finalement est resté près de 50 minutes. Donc c'est celui qui est resté le plus longtemps dans le Rumble match, je crois. Donc voilà, il a fait un bon Rumble, Rey Mysterio. En deuxième, on avait John Morrison. Donc voilà, qui a fait un bon petit Rumble, il est resté 20 minutes. En troisième, on a Carlito qui a pas fait un gros Rumble. En quatrième, on a MVP, pareil, qui a pas fait un gros Rumble, il est resté 4 minutes. En cinquième, on a le Great Khali qui est resté 1 minute 30. Donc bon, pareil, il n'a pas fait un gros Rumble. En numéro 6, Vladimir Kozlov, l'ancêtre de Rousseff, son grand frère spirituel, qui a fait 3 éliminations en moins de 3 minutes, donc c'est quand même pas mal. Qui a été éliminé par Triple H. Alors d'ailleurs, j'ai pas du tout aimé l'élimination de Triple H au final. Je crois qu'il s'est pris un face crusher et ensuite il s'est directement fait éliminer. J'ai pas vraiment aimé son élimination, j'aurais préféré que Kozlov reste plus longtemps dans le Rumble. J'aurais vraiment bien aimé qu'il reste genre dans les, je sais pas, dans les 6 derniers, ça aurait pu être cool. Surtout que Kozlov à cette époque-là était quand même crédible. Il avait d'ailleurs battu l'Undertaker dans un épisode de SmackDown si je me souviens bien. En 7ème, on a Triple H. Donc là, on a quand même du très très lourd qui arrive. Qui est resté très longtemps. Il est resté près de 50 minutes. Il a fait 6 éliminations au total. Donc c'est le recordman d'élimination dans ce Rumble match là. En 8ème, on a Randy Orton. Donc autant vous dire que là, ça a enchaîné les gros noms. Qui est resté 48 minutes. Donc c'est pareil, vraiment une grosse durée. Donc il a fait 3 éliminations. Et il a porté beaucoup de RKO pendant ce match. Ensuite en 9ème on a JTG. Donc là clairement on redescend d'un cran. En 10ème on a Ted DiBiase qui est resté 45 minutes. Donc pareil il a fait vraiment un bon Rumble, Ted DiBiase. En 11ème on a Chris Jericho qui est resté 37 minutes. Qui a fait une élimination. Donc il est resté quand même assez longtemps. Mais il n'a pas fait beaucoup d'éliminations au final. En 12ème on a le grand frère de Bray Wyatt qui est rentré, Mike Knox. Je l'avais totalement zappé celui-là. Pareil qui est resté 32 minutes, l'air de rien, donc c'est pas mal du tout. En 13ème, on a le Miz qui est resté 1 minute 20, donc clairement, bon, il a vraiment pas fait le Rumble de sa vie. En 14ème, on a Finlay qui est resté 30 minutes, donc c'est une bonne durée aussi pour lui. En 16ème, on a en 15ème, pardon, on a Cody Rhodes qui est resté 37 minutes aussi, donc c'est plutôt pas mal, il a fait 2 éliminations. En 16ème, on a l'Undertaker qui est resté 32 minutes, qui a fait 3 éliminations. Il a fait plutôt quelques bons petits trucs aussi dans le Rumble. En 17ème, on a Goldust qui est resté un peu plus d'1 minute. Voilà. En 18ème, on a CM Punk qui est resté 23 minutes, qui a fait une élimination. Donc c'est plutôt pas mal. En 19ème, on a Mark Henry qui est resté 3 minutes. Enfin, je veux pas dire déçu, mais je m'attendais à ce qu'il fasse un plus gros Rumble que ça, Mark Henry. C'est vrai que son Rumble il est vraiment pas terrible, on va pas se le cacher. En 20ème, on a Shelton Benjamin qui est resté 4 minutes. Pareil, déçu, il a pas fait un gros Rumble chez le TB. En 21ème, on a William Regal qui est resté 4 minutes, qui s'est fait éliminer par CM Punk. En 22ème, on a Kofi Kingston
qui est resté 7 minutes, donc bon, c'est pas énorme non plus. Ensuite, en 23e, on a Kane, qui a éliminé 3 catcheurs, qui est resté 19 minutes. En 24e, on a R-Truth, voilà, qui a fait un Rumble totalement anecdotique. En 25e, là par contre c'est intéressant, on a le retour de Rob Van Dam de World FN Show qui sera resté un petit quart d'heure, donc c'est pas très long, il n'a pas fait d'élimination, mais vraiment je pense c'est la pop de ce Rumble, hein. Il s'est pris une énorme pop, Rob Van Dam. J'ai envie de vous dire c'est logique, hein. Ça faisait quoi? Ça faisait 2 ans qu'on l'avait plus vu, Rob Van Dam. C'est vrai que voilà, ça fait toujours plaisir de le revoir. En 26e, on avait dit Brian Kendrick qui est resté 15 secondes, qui s'est fait éliminer par Triple H. Le Brian Kendrick d'ailleurs, alors là totalement note à part pour ceux qui n'ont pas vu le CWC, le Cruiserweight Classics sur le WWE Network. Brian Kendrick qui a vraiment fait un bon parcours, vraiment très très cool. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ce match contre Kota Ibushi, surtout la fin qui est vraiment très émouvante, j'en dis pas plus. En 27ème, on retrouve Dolph Ziggler. Alors, j'avais totalement zappé. Il est rentré avec son premier thème musical. Alors, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Pas celui du Spirit Squad, hein, mais vraiment son tout premier thème en solo qui était atroce. Et il était encore en mode Hello, my name is Dolph Ziggler. Le mec se présenta à tout le monde en disant salut, je m'appelle Dolph Ziggler. Et il a fait ça à Kane. Et forcément, Kane il lui a serré la main. Et il l'a jarté du Rumble. Donc, Dolph Ziggler est resté 21 secondes dans le ring. Quel Rumble et quel début dans un Rumble match pour Dolph Ziggler. En 28ème, on a Santino Marella. Je pense que vous connaissez déjà combien de temps il est resté. Il est resté 1 seconde en se faisant éliminer par Kane. Voilà, en battant le record du Warlord. En 29ème, on a Jim Duggan, Axo Jim Duggan, avec son fameux qui est resté un peu moins de 3 minutes. Et enfin, en numéro 30, on a le Big Show qui a éliminé 6 catcheurs, donc à égalité avec l'Undertaker. Donc voilà, donc déjà mon bilan au niveau des participants du Rumble, ben, on a quand même du super lourd. Enfin honnêtement, quand vous voyez les noms qu'on a dans ce Rumble, c'est quand même incroyable. Que ce soit des légendes ou des catcheurs en devenir, c'est vraiment un excellent casting pour ce Rumble. Sinon, alors mon avis au niveau du match en lui-même, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien, ce Rumble match. J'ai trouvé que surtout les 10 premiers, enfin on a quand même du surlourd dedans. Je trouve que le début du Rumble c'est l'un des meilleurs de l'histoire. Je trouve que vraiment les 10 premiers jusqu'aux 10 premiers c'est quand même du surlourd je trouve. A noter quand même donc que il y a eu des petits moments on va dire de flottement. J'ai envie de vous dire comme dans tous les Rumble matchs, ça me paraît plutôt normal. Je vais revenir à la fin. Donc les 4 derniers, il restait Triple H, Cody Rhodes, Ted DiBiase et Randy Orton. Donc du coup la Legacy à 3v1 contre Triple H. Donc Triple H forcément s'est fait dominer, mais a réussi à revenir. Il a réussi notamment à éliminer Ted DiBiase. Ensuite il a éliminé Cody Rhodes. Mais juste dans la foulée, juste après s'être débarrassé de Cody Rhodes, on a Randy Orton qui élimine The Game, Triple H, et qui donc gagne son premier et pour l'instant unique Royal Rumble match. Donc victoire de Randy Orton, choix j'ai envie de vous dire plutôt logique. Voilà, à noter quand même que Randy Orton a botché à la fin puisqu'il devait faire, en fait il devait se mettre sur la deuxième corde et pointer le signe WrestleMania 25, sauf qu'en fait il s'est totalement gouré. Il l'a fait 2 fois normalement debout sur le ring. On a Charles Robinson en gros qui lui a dit va sur la troisième corde. On voyait Randy Orton qui était un peu agacé. Donc même ça, même prendre une pause Randy Orton arrive à le botcher. Enfin bref. Note à part donc, sinon le match en lui-même, je l'ai vraiment apprécié. C'est l'un des Rumble que je connais le plus, vraiment. Enfin, je connais presque le Rumble par cœur. Pourtant, je l'avais pas revu depuis 2009. Chose assez bizarre, sachant que j'ai pas de mémoire en général. Mais sinon c'est vraiment un Rumble que je vous conseille d'aller voir. Pour moi c'est l'un des meilleurs, peut-être le meilleur de la PGRA, honnêtement. Avec le 2016 que j'ai vraiment apprécié. Et le 2010 aussi qui est bien. Mais sinon ouais, il y a juste eu par moments des petits moments de flottement. Mais sinon il y a vraiment eu des choses très très cool. Notamment les RKO de Orton. L'échange entre le Big Show et l'Undertaker en dehors du ring qui était bien aussi. Il y a quelques éliminations qui ont été vraiment bien, notamment l'élimination de Rob Van Dam, celle de Jericho également, celle de Punk qui est plutôt pas mal.
Donc c'est vrai que c'est vraiment un Rumble que je vous conseille. Je l'ai vraiment trouvé bien. Il y a vraiment un très très gros casting. Et donc du coup j'ai mis 8 sur 10 donc, pour clôturer la soirée. Voilà, donc en faisant l'addition des notes, j'arrive à une moyenne de 6,7 sur 10. Donc honnêtement ça résume plutôt bien mon avis sur ce Royal Rumble pay-per-view. J'allais dire Rumble match, non, pay-per-view. Ça résume plutôt bien mon avis en fait. C'est-à-dire que si je devais mettre une note comme ça, sans prendre en compte les notes que j'ai mis au match, j'aurais mis soit 6,5 ou 7. Donc au final ça résume plutôt bien mon avis sur ce pay-per-view. En gros, pour faire simple, il y a le Rumble match et le match entre Edge et Jeff Hardy qui ressortent du lot. Et c'est vrai qu'après les trois autres, c'est vraiment pas terrible. Le Swagger Matt Hardy est juste ok, il n'y a rien de plus. Le match entre Melina et Beth Phoenix est vraiment pas ouf. Et puis le Cena JBL, pareil, c'est pas exceptionnel. Donc au final, il y a deux matchs à retenir vraiment. Après, il n'y a aucune purge. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a vraiment pour moi aucune purge. Mais peut-être à part le Melina Beth Phoenix qui est vraiment pas terrible. Mais sinon, ouais, c'est vrai que je veux pas dire que ça se résume à deux matchs, mais c'est un petit peu ça quoi. J'en gardais des meilleurs souvenirs de ce pay-per-view. Je vous rappelle que je l'avais pas vu depuis 2009. Comme quoi, revoir des shows longtemps après, ça peut nous faire changer d'avis sur le pay-per-view. Donc voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez pensé du choix de faire gagner Randy Orton en 2009? Est-ce que selon vous c'était le bon choix ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de la trahison de Matt Hardy sur Jeff? Ça, je sais que ça fait beaucoup parler à l'époque. Et qu'est-ce que vous pensez tout simplement du reste des matchs? Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Salut tout le monde.